plongés dans un monde où le pouvoir, la famille, l'héritage et l'image publique façonnaient les relations bien plus que les sentiments personnels ne l'auraient jamais pu. Aux yeux des anciens Romains, le mariage était moins un vœu personnel entre deux cœurs qu'une alliance soigneusement élaborée, un partenariat stratégique conçu pour garantir les liens politiques, le statut social et l'influence. Le mariage comme un contrat. Dans ce monde, se marier n'était pas le début d'une histoire d'amour éternel. Au contraire, c'était plus comme la signature d'un contrat, une transaction entre familles, pas entre individus. Et dans ce contrat, une chose était claire, la loyauté, du moins au sens romantique du terme, n'était pas attendue. En fait, les maris romains n'étaient pas seulement autorisés à être infidèles, ils étaient censés l'être. Les liaisons étaient courantes, acceptées et souvent publiques. Les relations extraconjugales d'un homme, qu'il s'agisse d'aventures éphémères ou de relations à long terme, étaient rarement considérées comme scandaleuses. Beaucoup de ces relations étaient avec des courtisanes, des femmes réputées pour leur beauté, leur esprit et leur compagnie, mais pas pour le mariage, et personne n'y trouvait à redire. Redéfinir les relations, la dynamique du pouvoir avant le genre. Mais voici où cela devient encore plus intrigant. Les hommes de la Rome antique avaient également des relations amoureuses et sexuelles avec d'autres hommes. Et ce n'était pas seulement toléré, c'était considéré comme une partie normale, voire respectable, de la vie romaine. Il n'y avait pas besoin de secret, pas de honte attachée, et certainement pas d'étiquettes rigides comme « gay » ou « hétéro » telles que nous les connaissons aujourd'hui. En fait, les Romains ne définissaient pas les relations par le genre des personnes impliquées. Au lieu de cela, ils se concentraient sur quelque chose de tout à fait différent, la dynamique du pouvoir. Dans la pensée romaine, ce qui importait le plus n'était pas qui vous aimiez, mais comment la relation était structurée et qui détenait le pouvoir, qui jouait le rôle dominant. Dans la plupart des relations hommes-femmes, l'homme était considéré comme le partenaire dominant et actif, celui qui menait, donnait et commandait. La femme, en revanche, était censée être passive, soumise et réceptive. Cette même logique s'appliquait aux relations entre hommes. Ce n'était pas la présence de deux hommes dans une relation qui attirait le jugement. C'était le rôle que chacun jouait. Le partenaire dominant, souvent plus âgé ou plus puissant, maintenait son statut masculin. Mais celui qui assumait le rôle le plus passif ou réceptif pouvait faire face à des critiques sociales, surtout s'il était un homme adulte, car ce rôle était associé à la féminité et à la soumission. Amour, désir et identité à Rome. Pour vraiment comprendre comment les Romains pensaient l'amour, le désir et l'identité, nous devons d'abord nous affranchir de notre cadre moderne. À Rome, le mariage, le sexe, le pouvoir et le statut étaient entrelacés, faisant partie d'un système social qui privilégiait le contrôle, la domination et la stratégie politique sur la connexion émotionnelle ou l'attente morale. Et nous ne faisons que commencer. Dans une relation typique homme-femme à l'époque romaine, les rôles n'étaient pas seulement assumés, ils étaient ancrés dans les fondements mêmes de la société. L'homme était censé être la force dominante, l'initiateur, le donneur, le protecteur. La femme, elle, devait être la réceptrice, celle qui se soumettait, soutenait et suivait. Mais il ne s'agissait pas seulement de romance ou de biologie, c'était une performance de statut social et de contrôle. Les choses se sont compliquées lorsqu'il s'agissait de relations entre hommes. Lorsque deux hommes formaient une relation, la société romaine s'attendait toujours à ce que l'un d'eux assume le rôle de récepteur passif. Ce rôle, considéré comme plus féminin et soumis, pouvait entraîner une stigmatisation sociale, surtout si l'homme dans cette position était un adulte. Cela remettait en question l'idéal romain de domination masculine. Mais il y avait des exceptions, surtout lorsque le partenaire plus jeune était encore un adolescent. Dans ces cas, la relation était considérée non seulement comme acceptable mais souvent comme une forme de mentorat et de développement personnel. Une forme de lien masculin particulièrement bien documentée était la pédérastie, une structure empruntée aux coutumes grecques antérieures. Dans cet arrangement, un homme plus âgé connu sous le nom d'éraste formait une relation étroite, souvent intime, avec un adolescent appelé l'héromeno. Mais il ne s'agissait pas seulement de connexion physique. Ces relations incluaient souvent l'éducation, l'orientation et l'élévation sociale. Le partenaire plus âgé agissait comme un mentor, aidant le plus jeune à naviguer dans le monde complexe de la politique, du pouvoir et des privilèges romains. Empereur défiant les normes. Malgré toutes les attentes que la société romaine plaçait sur les relations, la domination et les rôles masculins,
la réalité ne correspondait pas toujours au scénario. Parfois, même les hommes les plus puissants défiaient les normes même qu'ils étaient censés maintenir. Prenez Jules César, l'une des figures les plus emblématiques et les plus imposantes de Rome. Malgré son leadership féroce sur le champ de bataille et son ambition politique audacieuse, des rumeurs circulaient dans les rues et les couloirs du Sénat romain ou des chuchotements selon lesquels César, dans sa vie privée, préférait prendre le rôle le plus soumis dans ses relations homosexuelles. Pour les Romains, ce n'était pas seulement scandaleux, c'était profondément déroutant. Comment un homme si puissant, si dominant en public, pouvait-il prendre un rôle qu'il considérait comme féminin en privé? Cela ne correspondait pas au moule romain. Et cette déconnexion fit de César l'objet de ragots incessants, de caricatures politiques et d'insultes en coulisses. Dans une culture obsédée par le contrôle, même un détail personnel pouvait ébranler la perception publique. Vint ensuite l'empereur Adrien, un souverain qui réécrivit complètement les règles de l'amour. Bien que marié à une femme, comme la plupart des empereurs, son mariage était purement politique. De nombreux historiens pensent qu'il n'avait que peu ou pas de lien romantique ou physique avec son épouse. La véritable histoire du cœur d'Adrien était centrée sur quelqu'un d'autre, un jeune homme brillant et saisissant nommé Antinoü. Adrien ne se contentait pas de se soucier d'Antinoü, il l'adorait. Il s'assura que le jeune homme reçoive la meilleure éducation et l'emmena lors de ses voyages impériaux à travers le monde romain. Ensemble, ils explorèrent de vastes paysages et de puissantes cités, forgeant un lien qui allait bien au-delà de la simple compagnie. Mais la tragédie frappa ensuite. En voyage en Égypte, Antinoü se noya mystérieusement dans le Nil. La cause de sa mort reste inconnue à ce jour. Certains chuchotaient que c'était un accident, d'autres croyaient que c'était peut-être un sacrifice. Mais ce qui suivit fut tout simplement étonnant. Adrien, accablé par le chagrin, immortalisa Antinoü d'une manière qu'aucun empereur n'avait jamais faite pour un amant. Il construisit une ville entière près du lieu de la mort d'Antinoü, la nommant Antinoepolis. Il fit momifier le corps du jeune homme et le fit ramener à Rome, un acte rare et sacré. Il commanda des pièces de monnaie à l'effigie d'Antinoü, fit sculpter des statues à son effigie, et, plus incroyablement encore, le déclara Dieu. C'était sans précédent. Très peu de mortels furent jamais élevés au statut divin à Rome, et Antinoü en devint un. Le culte du jeune homme se répandit dans tout l'Empire, de l'Égypte à la Grèce en passant par Rome. Des sanctuaires furent construits, des rituels furent célébrés, et l'histoire d'amour d'Adrien devint l'une des plus légendaires de l'histoire ancienne. Mais Adrien était loin d'être le seul empereur romain dont l'histoire choqua le public. Entrait l'empereur Néron, un souverain dont la vie amoureuse fut aussi dramatique que son règne. Alors que de nombreux empereurs gardaient leurs amants masculins discrètement dans les murs du palais, Néron fit quelque chose d'inattendu, il les épousa, non pas une fois, mais 2 fois. Dans un cas, Néron épousa un ancien esclave nommé Pythagora. Mais voici le rebondissement, Néron joua le rôle de la mariée, arborant un voile de mariée et participant publiquement à une cérémonie de mariage complète. Ce fut un spectacle qui laissa Rome stupéfaite. Comment un empereur, le symbole ultime de la masculinité romaine, pouvait-il choisir de se présenter publiquement dans le rôle subordonné et féminin? La confusion fut forte et généralisée. Les attentes rigides de Rome ne permettaient pas ce genre de flexibilité, surtout pas pour ses dirigeants. Plus tard, Néron fit un autre pas audacieux. Il épousa un jeune esclave mâle nommé Sporus. Mais cette fois, pour calmer le public et protéger son image, Néron joua le rôle masculin. Le message était clair. Même un empereur devait marcher sur une fine ligne entre la passion personnelle et la performance publique. Le côté sombre du pouvoir. Derrière le rideau du pouvoir, les empereurs romains menaient des vies émotionnelles complexes, certaines remplies d'amour, d'autres de chagrin, et beaucoup de contradictions. Les attentes placées sur eux étaient immenses. Ils n'étaient pas seulement des souverains, mais des symboles, censés refléter les idéaux romains de force, de domination et de contrôle, tant en politique que dans la passion. Mais la vérité, leur cœur ne suivait pas toujours le script. Si les relations de l'empereur Néron défiaient souvent les conventions, certaines de ses actions seraient profondément troublantes, voire horribles selon les normes actuelles. L'épisode le plus dérangeant concerne peut-être son jeune partenaire Sporus. Dans une décision calculée et cruelle, Néron fit castrer le garçon, non par affection ou désir personnel, mais pour maintenir l'illusion d'une dynamique de mariage traditionnel homme-femme. En modifiant physiquement Sporus,
Néron s'assura que le public le verrait non pas comme un garçon, mais comme une mariée symbolique, permettant à l'empereur d'affirmer sa domination masculine et son contrôle social. Cet acte n'était pas isolé. Plusieurs sources antiques décrivent Néron comme abusif et manipulateur dans ses relations amoureuses. S'il est difficile de savoir dans quelle mesure il s'agit de faits ou de rumeurs, le schéma de cruauté, même en amour, est difficile à ignorer. Et puis il y a l'accusation la plus scandaleuse dans l'héritage infâme de Néron, l'affirmation que Néron a commis l'inceste avec sa propre mère, Agrippine la jeune. Cette allégation explosive apparaît dans les écrits anciens de Suétone, Vie des 12 Césars, et plus prudemment dans les annales de Tacite. Les deux suggèrent qu'Agrippine aurait pu initier la relation pour maintenir son influence sur Néron après son accession au pouvoir. Mais la plupart des historiens modernes traitent cette affirmation comme ce qu'elle était probablement, une calomnie motivée politiquement, conçue pour choquer, humilier et détruire l'héritage de Néron. Vous voyez, dans la Rome antique, la réputation était tout. Et l'un des moyens les plus efficaces de la nuire, surtout pour les empereurs, était par des accusations scandaleuses. Qu'elles soient vraies ou non, les allégations selon lesquelles quelqu'un avait violé les normes sociales sacrées pouvaient les suivre pendant des générations. Pour Néron, la rumeur infâme concernant une relation inappropriée avec sa mère est devenue une partie permanente de son héritage. Si les historiens modernes s'accordent largement à dire qu'il s'agissait probablement d'une calomnie politique, cela montre jusqu'où la société romaine pouvait aller pour discréditer un dirigeant. Mais si l'héritage de Néron a fait sourciller, les histoires entourant l'empereur Tibère ont jeté une ombre encore plus longue. En tant que deuxième empereur de Rome, Tibère était connu pour s'être retiré de la vie publique dans ses dernières années et s'être réfugié dans une série de somptueuses villas balnéaires, la plus célèbre étant sur l'île de Capri. Là, loin des feux de la capitale, une vague de rumeurs a émergé concernant son mode de vie privé. Les écrivains anciens ont décrit son comportement comme excentrique, indulgent et très éloigné des valeurs romaines traditionnelles. Certains ont affirmé que Tibère s'entourait d'un jeune entourage officiellement introduit pour servir la maison impériale, mais selon ces mêmes sources, l'intérêt de l'empereur pour eux aurait pu franchir des limites, du moins aux yeux des historiens ultérieurs. Ces récits le dépeignent comme un souverain qui a abusé de son isolement et de son statut. Mais il est important de se rappeler que nombre de ces histoires étaient probablement exagérées ou alimentées par des agendas politiques. Les historiens romains, en particulier lorsqu'ils écrivaient sur des dirigeants impopulaires, incluaient souvent des détails dramatiques et sensationnalistes, non pas toujours pour enregistrer la vérité, mais pour façonner l'héritage. Même ainsi, les histoires sur Tibère servent de rappel de la façon dont un pouvoir incontrôlé, surtout à huis clos, pouvait conduire à la suspicion et à une infamie durable. À Rome antique, les empereurs n'étaient pas de simples dirigeants. C'étaient des figures plus grandes que nature, parfois considérés comme des dieux parmi les hommes. Avec tant de pouvoir concentré en un seul individu, les choix personnels devenaient souvent des déclarations politiques. Et lorsque les souverains sortaient des normes acceptées, les conséquences pouvaient résonner à travers l'histoire. Les histoires de Néron, Hadrien, César et Tibère nous rappellent que les idées romaines d'amour, de leadership et d'héritage étaient aussi complexes que l'Empire lui-même. Derrière la grandeur des temples et des triomphes se cachait un monde où l'ambition, la réputation et la conduite personnelle étaient toutes tissées dans le tissu du pouvoir.